Chers amis internautes, bonsoir, bienvenue sur Point Levé. Ce vendredi soir, avec Clément Adeoti Adéchian, nous allons décrypter les sujets suivants. L'installation du premier Sénat de l'histoire de la République du Bénin. On parlera également de l'installation du comité permanent de la Commission nationale de réforme du droit. On essaiera de commenter les polémiques autour des salaires politiques et avantages des hautes autorités entre réalité et perception de l'opinion. On en parlera. Les influenceurs ont été reçus par la direction de la communication de la présidence au palais de la Marina. Quel objectif, quels enjeux pour la communication gouvernementale? Notre chroniqueur et analyste politique en parlera également. Il parlera sans nul doute du sport, football béninois, une liste unique imposée pour l'élection du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Quel enjeu pour la gouvernance du football national? Il répondra à cette interrogation. On parlera de la FIFA, la proposition de son président de céder les droits commerciaux de la Coupe du Monde à des investisseurs privés suscite une fronde de l'UEFA. Pourquoi les 55 fédérations européennes s'y opposent-elles et quelles pourraient être les conséquences pour le football béninois? Voilà, entre autres, chers amis internautes, les sujets qui seront au menu du décryptage de ce vendredi soir sur Point Levé. Et pour l'exercice, comme à l'accoutumée, je suis avec Zakiat Latondi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Clément Adeoti Adéchian, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Zakiat. Bonjour, Monsieur Clément Adeoti Adéchian. Nous parlons aujourd'hui d'un certain nombre de sujets que vient d'évoquer Kader. Premier sujet à l'ordre du jour, le Bénin qui a vécu un moment historique de son histoire cette semaine avec l'installation du premier Sénat. On peut se demander tout simplement quelle portée historique avec cette installation pour le Bénin. J'ai eu peur quand vous avez commencé, une femme Nago authentique qui a failli égratigner mon nom, mon prénom authentique Nago. On irait vous plonger dans le lac Yansa et vous nettoyer, vous nettoyer proprement. La stratégie pour me rattraper. Et vous nettoyer, heureusement. Vous l'avez non? échappé belle, sinon je suis la digne je vous prends par la peau du dos. Je vous prends par la peau du dos et je vous plonge de moi-même dans notre lac Yansa et je vous en ressors comme dans un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, pour vous rassurer, Monsieur Clément Adeoti Adéchian, Voilà. merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation, de vous prêter à l'exercice de l'analyse de l'actualité nationale et peut-être un peu plus pour cette semaine. Nous parlons de l'installation du premier Sénat au Bénin, premier sujet à l'ordre du jour. Alors, nous avons suivi l'installation du Sénat. Je crois qu'on a suffisamment parlé du Sénat ici. Je crois que on ne finira pas de parler du Sénat parce que c'est un Parlement qui vient de renforcer notre arsenal législatif, notre arsenal législatif. Alors, c'est un nouveau Parlement. C'est une nouvelle chambre de législature. On en parlera davantage parce que cette chambre, elle est particulière du fait qu'elle vient de faire son incursion et du fait qu'elle apporte un certain nombre de rénovations que nous avons suivies lors de son installation avec le discours de la présidente du doyen d'âge substitué parce que le président Soglo est en voyage, Madame Elisabeth Boyon. Alors, ce qu'on peut retenir déjà, c'est de retrouver le président Talon dans un nouveau rôle, au milieu des siens, tout humble, qui s'est fait tout petit. Et ça me rappelle, dans d'autres univers, vous passez d'un mandat infiniment grand à un autre plus petit. Et vous vous faites humble et vous l'acceptez. C'est instructif pour la vie d'un être humain de constater que le président Patrice Talon, pour ce qu'il a pu faire pour le Bénin, on le retrouve dans ce rôle-là, à serrer la main, à saluer, à être debout, à causer avec tout le monde. Des personnes qui le regardaient très lointain, qui n'avaient pas la possibilité de l'approcher, qui lui rappellent même, j'ai tenté de vous joindre, je n'ai pas pu, qui garde sa main même plus longtemps que prévu. Là, désormais, il est devenu un homme ordinaire et il accepte ce rôle d'être ordinaire. Il accepte cette fonction
de se fondre dans la masse, d'être avec tout le monde. Ça, franchement, moi, cette partie, je me suis attardé là-dessus et j'ai dit, mais la vie de l'homme doit se présenter ainsi. Accepter des moments de gloire. Mais il a prévu ainsi aussi, puisque c'est d'ailleurs sous lui que la question du Sénat... Il a prévu ainsi parce qu'il est un homme normal. Parce que moi, j'aurais pu ne pas faire ça. Si d'autres hommes, d'autres personnages, peut-être connus ou inconnus, auraient pu choisir une autre destinée. C'est-à-dire, je suis multimilliardaire, pas mes affaires, et pas la fonction que j'ai occupée peut-être, et pour d'autres choses. J'avais des milliards. Je conserve mes milliards, parce que les affaires ont continué pas bouger. Géré par d'autres personnes, j'ai fini, je vais m'occuper de mes milliards. J'irai m'installer aux Bahamas. Vous savez, le Béninois, quand il est arrogant par la richesse, il est à l'extrême. On dit il faut donner l'argent aux Béninois si tu as envie de le connaître. Là, tu vois son vrai visage. Oui, c'est ce que les gens disent. Non, je me souviens du sketch de Okeke, qu'il était pauvre avec sa femme. Et un jour, il a gratté à la loterie, il a gagné 10 millions. Quand il rentre à la maison, la femme était toute contente de lui préparer la petite frugalité de repas qu'ils avaient l'habitude de consommer. Il dit non. D'abord, on a un djamou. Djamou. C'est ce gros poisson assez agréable, fondant dans la sauce. Sans beaucoup d'arêtes qui se laissent manger. Oui, se laisse manger agréablement. Je ne connais pas son nom. Je ne suis pas très doué dans les noms des poissons. Mais c'était quand même un poisson assez cossu. Quand vous allez chez les bonnes dames pour l'acheter, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ce n'est pas donné à toutes. Il dit à sa femme d'abord de lui faire du djamou, que c'est ce qu'il veut manger. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit chaque fois quand il circulait, qu'il y a une dame qui va taler au carrefour, là, avant d'entrer dans les maisons, que la dame a une vilaine habitude, fâcheuse habitude, souvent, de le toiser de regard. Que maintenant que lui a un peu d'argent, il doit donner une bonne leçon à cette dame-là. La femme dit, mais quel genre de leçon? Il dit, non. Pour l'honneur, la sauvegarde, la dignité de notre famille, tu me laisses aller corriger cette femme. Pour nous. La dame a beau, désespérément, déconseiller son mari, cette manœuvre, cette entreprise, assez vicieuse, mais il a de l'argent désormais. Petite parenthèse pour dire, c'est ça l'homme. C'est ça, le président Talon. Après, quand on a l'argent, tout n'est pas permis non plus. Le président Talon n'a pas fait ça. Il est allé tranquillement au milieu des siens, accepter un rôle. Celui qui fut son ministre des Finances, devenu président de la République, et lui s'installe dans une chambre. Fut-elle haute, fut-elle parlementaire, à côté quand même, attendant les ordres, attendant des dossiers de lui. Mais tout le monde ne fait pas ça. Mais très sérieusement, tout le monde ne fait pas ça. Moi, j'ai aimé, c'est d'abord le côté que je prends déjà, de l'anecdote, côté anecdotique que j'évoque pour vous dire que l'homme, c'est ce que nous devons être. Nous devons accepter ces vies-là, les vécus alternatifs. C'est-à-dire vivre alternative, vivre une vie agréable et accepter en un moment donné, changer de rôle, se retrouver dans un rôle inférieur et laisser d'autres personnes vous diriger, vous conduire, vous orienter. Et vous l'acceptez ainsi. Vous avez été infiniment grand, acceptez de devenir infiniment petit. Et parce que les rôles changent, les rôles s'alternent. Mais on ne sait pas le faire très souvent. Et c'est ça qui fait grandir l'âme. C'est ça qui fait croître la vie de l'individu. C'est ça qui constitue nos moments de lévitation. Mais on ne sait pas très souvent le faire. Le président Talon nous a donné une leçon par rapport au Sénat. Et moi, je l'ai retenu pour moi, pour ma gouverne. Et j'espère que beaucoup l'ont appris également pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'absence du président de la République, Romuald Wardani, à cette cérémonie solennelle chargée d'histoire? Alors, première possibilité, il était très occupé à d'autres choses, parce que sa présence n'est pas nécessaire pour installer. C'est devant la Chambre, l'autre législature, la plus ancienne qui existait, que c'est installé. Sinon, si c'était installé à la présidence, il aurait été là. Si c'était nécessaire qu'il reçoive le serment des membres du Sénat, il aurait été là. Mais c'est fait au Parlement. Donc, le Parlement, ce n'est pas sa place à lui. Ce n'est pas lui qui n'installe pas des institutions au Parlement, il installe à la présidence. Alors, ce n'est pas nécessaire qu'il fût là. Alors, deuxième possibilité, je me mets dans sa poche, je me suis dit, ben, je vais me retrouver comment? Devant mon ancien mentor et à être présent, à vouloir être le président, sans grand rôle à jouer et le mettre mal à l'aise. C'est possible. J'ai pensé à ça. Il n'a pas voulu être là. Même s'il était libre, pour laisser quand même les choses se jouer
pour que la personne la plus importante, la plus en vue du moment soit Est-ce que le vous président pensez, Talon. est-ce que vous pensez que cet inconfort-là aurait été motivateur de l'absence du président de la République lorsque l'on sait que le menton en question, vous l'avez dit avec vos petits doigts, qu'il se pourrait qu'il soit le président du Sénat. Est-ce que cela ne va pas déteindre sur les relations entre les institutions? Non, au contraire, c'est une source d'humilité. Celui à qui je dois tout, à son premier jour de reviviscence politique, je ne vais pas aller me mettre au travers de son chemin. Je vais le laisser vivre ces moments de gloire. Parce que là, il y aurait probablement, de façon asymétrique, deux figures parallèles qui se positionneraient dans cet univers-là. Alors, les personnes qui étaient cloisonnées autour du président Talon se seraient vues obligées de se départir d'un moment, soit à gauche, soit à droite, chez qui il faut s'attarder longtemps, avec qui il faut parler, sans courir le risque de voir que celui qui est là actuellement, il m'observe, il voit que je parle avec l'ancien. Je parle plus avec l'ancien. C'est lui le tout nouveau, il est là. Pour ne pas mettre mal à l'aise peut-être les gens autour. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me pointer là et mettre mal à l'aise tout le monde? Parce que s'il était là, ceux qui étaient à l'aise à discuter avec le président Talon pouvaient mal se retrouver. Parce qu'après tout, le président actuel, c'est Romi Wadaï. Et c'est lui le chef. Celui qui signe les décrets de nomination actuels. Et c'est lui le chef. C'est le président Wadaï. C'est lui le chef. Alors, tu t'attardes trop à parler sans connaître peut-être les dessous de la table, la connexion qu'il y a entre le président Wadaï et le président Talon, sans savoir que les tours de cartes, l'un peut envoyer une carte à l'autre rapidement et tout peut se jouer pour le bonheur de la République, sans connaître rien de tout ça. Tu peux paniquer pour rien. Et pour ne pas paniquer, pour ne pas faire paniquer pour rien, je crois que le président Wadaï a bien fait d'avoir de très bonnes occupations pour ne pas être présent. Alors, aujourd'hui, l'installation est effective pour les membres du Sénat et l'institution existe pleinement. Quelles sont selon vous, ou quelles seront selon vous les premières décisions attendues par l'opinion? Alors, vous avez lu, en tant que journaliste, les textes sur le Sénat. Bon, pour l'instant, pour faire du factuel, leur règlement intérieur, ils ont travaillé dessus, ils ont envoyé ça à la Cour constitutionnelle. Ça va peut-être traîner une semaine à 10 jours pour être un document potable utilisable. Parce que sans règlement intérieur, il ne peut pas exister. Et en tant qu'institution qui commence pas à travailler, donc ils ne peuvent même pas installer leur bureau. Ce qui a fait qu'après l'installation officielle, ils sont rentrés. Discuter un peu du règlement intérieur, le nettoyer, le renvoyer à la Cour constitutionnelle, mais il ne peut pas aller au-delà. Il faut que le règlement intérieur qui dise comment doit fonctionner l'institution leur permette alors d'avancer notablement. Ce que nous savons, 3 bureaux doivent se mettre en place. Le président, le vice-président et un rapporteur. La Constitution énonce expressément qui peut être président, qui peut être vice-président, qui peut être rapporteur. La première chose que nous avons, c'est que ne peut être président et vice-président que parmi les membres de droit. Ça veut dire qu'un membre nommé, coopté, ne peut pas se pointer pour dire je vais être candidat. Donc nous savons déjà pour être vice-président, de quel côté il faut aller chercher. Ils sont 11 membres de droit encore en vie, présents au niveau de cette institution. Il en fallait 25. S'il y avait 25 membres de droit, rassurez-vous, il n'y aurait eu aucune nomination. Parce qu'au niveau du Sénat, il faut 25 personnes. 25 personnes composent cette chambre-là. Le jour où il y aura 25 membres de droit vivants au Bénin, on ne pourra nommer personne. Alors, pour l'instant, la Constitution dit 25. Alors, si on n'a pas les 25, il est donné... 25 au moins. Non, il n'y a pas de moins, c'est 25 membres. Il est donné pouvoir au chef de l'État de nommer parmi les forces, les hommes ayant occupé des positions militaires les plus élevées, d'en nommer 5 pour combler au cas où on n'a pas les 25. Quand il finit de nommer les 5, quand il en a nommé 5 en plus, donc on est passé à 16, il en restait 9 pour faire les 25. Maintenant, deuxième palier, les 9 qui restent maintenant seront partagés entre le président et le président de l'Assemblée nationale qui doivent nommer à part égale 4 et 4. Primauté au président de la République, il nomme le 5e. On a eu les 25. C'est ce que la loi a prévu. Donc, le jour où il y aura plus de membres vivants et de droit, les nominations, sur les nominations. Les nominations, les personnes nommées, cooptées vont diminuer progressivement. Ça, c'est sûr. Alors, quand ils auront
le règlement à disposition, ils vont commencer par travailler normalement. Donc, nous savons qui sont ceux qui seront parmi les membres qui pourront candidater pour être président et vice-président. Et moi, je dis, je vous confirme, le président Talon ne veut pas se déroger, il ne veut pas accepter aller dans cette chambre-là pour ne pas accepter être président. Humblement, si on le lui confie vu son expérience, il va le prendre, il va l'accepter. Et parmi les anciens membres de droit qui l'entourent, il y en a un qui sera vice-président. Et moi, je pense que techniquement, si le président Talon est président, il faut aller chercher le vice-président parmi les juristes, quand même des juristes de haut niveau qui sont là. Et Poyon, Madame Poyon, Robert Dessous, Wolo, Toda Wolo. Donc, parmi les trois, je trouve quand même qu'il faut une personne qui maîtrise vraiment la Constitution, nos textes, nos lois, pour accepter de jouer le rôle de vice-président, pour appuyer, pour épauler le président élu en ce moment, qui serait probablement le président Talon. Et comme rapporteur? Comme rapporteur, il faut aller chercher parmi les personnes nommées. Et il faut aller chercher parmi les et là, vous voyez les 5 militaires, plus... Et qui est dynamique pour assurer ce poste-là, selon vous, parmi les personnes nommées? Non, je ne vais pas le dire, je ne peux pas Votre petit doigt? Oui, mon petit doigt me dit... Probablement les plus jeunes, parmi les plus jeunes. Charles Tokor? Ils sont deux jeunes. Il y a Charles Tokor, il y a Paul Humbert. Charles est le plus jeune, parce que c'est pourquoi il est dans le bureau d'âge. Il n'est pas seul nommé. Il faut prendre une personne éventuellement. La loi n'a pas dit que parmi les membres de droit, il ne peut pas être rapporteur. La loi seulement dit que les autres ne peuvent pas être président et vice-président. Donc les membres de droit peuvent encore descendre et aller ramasser le petit poste qui reste. Mais je me dis, entre ces anciens-là, ils ne feront pas des choses comme ça. Ils ne vont pas s'arroger tous les gigots. Ils vont laisser des miettes à d'autres personnes. Alors, je ne sais pas. Si on regarde un peu comment ça fonctionne, un peu le système dans nos institutions, l'équilibre régional, ça nous est très cher au Bénin. Alors, si le président de la chambre du Sénat est sudiste, si le vice-président, éventuellement pour les personnes que je regarde là, parmi les membres de droit, je ne vois pas quelqu'un du Nord, parmi les membres de droit, pour être vice-président, vraisemblablement, pour être sudiste, ça veut dire qu'il reste un seul poste pour quelqu'un de la partie septentrionale. Alors, il faut aller commencer par éplucher pour voir. Ils sont combien à venir de là-bas? Ils sont nombreux. Hein? Il y a Batokor, il y a Gbian, il y a Charles Tokor, il y a... le capitaine de vaisseau Albert Badou. Badou est du Nord? Badou? Ah, des collines. Ah, d'accord. Des collines. OK. Donc, il faut commencer par éplucher tous ces noms et orienter vers là-bas pour dire, bon, dans ce lot-là, donc, ça élimine de facto et de juré. Bon, de facto, pas de juré, parce que vous savez, on peut ne pas respecter ces considérations. Mais de facto, alors, tout ce qu'on est en train de dire là, ce sont des hypothèses. Hein. Mais ça élimine quand même, ça élimine un peu d'autres qui pourraient avoir des vérités au sud pour encore vouloir acheter ce poste. Ça les élimine de facto. Parce que si les deux sont déjà ici au sud et qu'au nord, on a envie quand même de contenter cette région pour respecter l'équilibre qui nous est cher au Bénin, je crois qu'il faut aller voir parmi le nombre assez restreint qui vient du nord, Batokor, Charles Tokor, Bian, peut-être encore quelqu'un d'autre que j'ai oublié. De toutes les manières, ça va se passer comme ça, entre eux. Bon, maintenant, s'ils veulent laisser ça aux plus jeunes, ça pourrait être Charles Tokor. Moi, j'en serais ravi. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de la conduite des travaux par la doyenne d'âge? Moi, j'ai été sidéré pour son âge et pour le rôle qu'elle a joué en tant que première présidente de la Cour constitutionnelle avant la cour de la conférence nationale. Je crois qu'après la cour de... comment on appelle ça? La cour de Monseigneur de Souza, c'est Elisabeth Poyon. C'est Elisabeth Poyon qui a été la présidente de la Cour constitutionnelle qui a vu perdre les élections par le président Soglo en 1996. Je crois que c'était une dame de fer qui a pu tenir une cour où il y avait quand même la présence des Hans Ogleler, des pères fondateurs de notre Constitution. Donc je crois quand même qu'Elisabeth Poyon, c'est quelqu'un. Il faut respecter cette dame-là. Et ça s'est vu, vous l'avez vu dans le discours qu'elle a présenté, et comment elle a rappelé des faits saillants quand même qu'il faut retenir de notre Sénat. Alors, ce que vous devez comprendre, ça fait la première fois qu'on a une chambre parlementaire qui est à la fois juge, juré et bourreau.
Parce que quand vous lisez bien, vous faites la fusion de l'article 113, moins 1, 2, 3, et l'article 90 de notre Constitution, c'est des points nouveaux qui ont été insérés. Vous constatez que le Sénat est là pour réguler les mœurs politiques, pour dire qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi en politique. Ce qui ne se faisait pas avant. La Cour constitutionnelle dit c'est contraire à la Constitution. Mais le Sénat ne dit pas c'est contraire à la Constitution. Le Sénat juge. Le Sénat peut traquer, peut juger, peut condamner, peut te déchoir de ta citoyenneté politique. Exact. Ce qui n'existait pas. Mais ça, c'est les éléments nouveaux. C'est important. À l'article 90, vous dit que le Sénat peut te dire, toi, désormais, tu n'as plus le droit d'être homme politique, tu es déchu. Désormais. Et quand on le dit, c'est fini. Hein? Alias Jetta, c'était terminé. Toi, La loi est dure, mais c'est la loi. Hein. Ça s'arrêtera là pour toi. Il faut le prendre ainsi. Donc nous avons, pour la première fois, une chambre qui est juge, juré, bourreau. Et qui pourra désormais... ça fait peur, en fait. Ça joue le rôle d'arbitre. D'accord. En dehors du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, peut-être du président de la Cour, oui, je crois, et du président du CES, tous les présidents des autres institutions, le Sénat peut les déchoir politiquement. Aucune chambre ne peut le faire. L'Assemblée nationale, pour le faire, doit passer par la Haute Cour de justice. La Cour constitutionnelle peut dire que c'est contraire à la Constitution, mais le Sénat peut directement siéger en tant que chambre de jugement et déchoir un président d'institution. C'est fort et c'est nouveau. Est-ce que le Sénat peut agir tel et la Cour constitutionnelle peut rétorquer? C'est possible, puisque la Cour constitutionnelle doit pouvoir jouer son rôle de garant de la Constitution et analyser pour dire oui, la décision prise est contraire à la Constitution. C'est normal. La Cour constitutionnelle est là pour ça et ça peut se faire. Ça va être compliqué, mais ça va pouvoir se faire normalement s'il y a conflit de juridiction. C'est pourquoi il est interdit au Sénat de pouvoir toucher au président de la Cour constitutionnelle, au président du CES, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République. Pour qu'ils soient libres également, oui, de penser ainsi de leurs fonctions. Alors, lorsqu'on reparle de cette cérémonie pour conclure, avant de passer au sujet suivant, le bureau d'âge, vous avez apprécié tout à l'heure sa constitution, vous avez apprécié également la présence du président Patrice Talon, mais il y a une présence sur laquelle vous n'êtes pas prononcé, celle de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, on a vu une image. De l'un des anciens présidents. De l'ancien président. Parce que Patrice Talon reste un ancien président également, voilà. Thomas Boniaï, on les a vus, les deux côte à côte, dans une ambiance bon enfant, assimilable à une grande complicité. Vous, quand vous avez vu cette image-là fuiter, quelles ont été les émotions qui vous ont animé? Est-ce que cela augure de lendemain meilleur pour cette institution? Est-ce que cela atteste les récriminations de certains comme quoi Boniaï aurait trahi? Non, mais non, on a fini avec ce sujet. Il y a longtemps qu'on a dit Boniaï n'a trahi personne. Il siège dans une institution de droit, une institution qui lui confère. C'est le contraire, qu'il aurait trahi son serment d'ancien président, c'est s'il ne viendrait pas siéger. Tout le monde sait qu'il est président de la République, que la Constitution lui confère le droit de venir s'installer. Et puis l'ambiance bon enfant, il en aura pour longtemps encore. Hein. C'est 85 ans, révolu, pour que vous ne soyez plus autorisé à être membre du Sénat. À être membre du Sénat. Ça suffit que Boniaï, quand même, ils en ont quand même encore pour 15 ans. Pour 15 ans, à rester avec le président Talon, longue vie à eux, qui vont beaucoup travailler ensemble dans cette chambre-là. Je crois que si vous commencez par faire grise mine dès maintenant, qu'en sera-t-il pour les 20 prochaines années pour vous? Donc je crois qu'il faut... Comme dirait l'autre, la route est encore longue. Très longue. Je préfère ça. L'ambiance que j'ai vue... Bon, j'ai vu certaines personnes qui ont trouvé qu'il est passé très vite à côté du président de l'Assemblée nationale sans lui offrir l'accolade fraternelle que le président offrait à tout le monde. Moi, j'ai revu l'image. Je ne veux pas faire la même erreur d'interprétation. Et j'ai vu qu'en ce moment, il y avait deux personnes qui passaient presque au même moment. Et le président de l'Assemblée était partagé entre les deux rapidement. Le président, effectivement, l'a salué. Il lui a fait sa différence de la main, n'a pas fait l'accolade. Parce qu'il y avait un autre, en même temps qui bousculait à cette porte-là, qui se précipitait pour saluer le président de l'Assemblée nationale. Et le président Boniaï a profité pour... Bon, c'est une question protocolaire. Alors, donc, je ne crois pas que... Le protocole aurait veillé un peu plus à ça. Le protocole n'a pas organisé ça, en fait. Je crois que chacun passait. Le protocole n'a pas organisé ça. C'est vrai qu'on aurait aimé quand même l'accolade en ce moment-là, mais ce ne fut pas le cas. Je ne trouve pas que c'était dirigé... Je ne vois pas ce qui pourrait opposer
le président Diogbenou, le président Yaïboni, quel atome crochu les deux auraient pu avoir. Non, je pense que c'est coïncidence, erreur d'aiguillage. En ce moment-là, ce passage-là, un peu, qui était étriqué, qui était serré, il y avait 2 ou 3 personnes qui passaient au même moment. Je crois que c'était ça. Moi, j'ai aimé l'ambiance. Je crois que ça va bien se passer pour cette chambre-là. Ça va faire peur un peu qu'on sache qu'on est surveillé par une chambre. Et si on s'agit trop politiquement, on peut vous déchoir de votre citoyenneté politique. On n'a plus besoin d'aller dans un tribunal pour aller le faire, mais désormais, on a une chambre qui veille sur ça. Donc, voilà. Alors, on va évoluer dans nos échanges pour cette émission et parler maintenant de l'installation du comité permanent de la Commission nationale de réforme de droit, avec pour mission fondamentalement de veiller à la réforme du droit au Bénin. Quelle lecture vous faites de cette actualité? Bon, j'ai suivi, comme tout le monde, l'introduction faite par le président de la République, et je crois que je m'étable sur ça sans aller au-delà. C'est une commission, tout simplement, qui sera là pour surveiller un peu les lacunes qu'on aurait eues dans nos tests, pour voir les tests qui sont trop vieux, déjà, pour être améliorés, les tests qui ne sont pas en adéquation avec les accords internationaux, les parties de notre constitution, peut-être, qui coincent avec d'autres réalités de notre pays. Au moins, nous avons aujourd'hui une commission permanente qui est là pour lire, tout relier en fait. Ils sont là, c'est des spécialistes, ils vérifient tout. Ah, ça pose un problème. Ça et ça, ils ne parlent pas le même langage. On peut aménager celui-ci et le superposer sur celui-là. Donc au moins nous avons aujourd'hui maintenant une commission qui faisait ce boulot. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'est un député peut-être qui peut être inspiré, qui introduit rapidement une proposition à l'Assemblée nationale, ou le gouvernement qui réfléchit par lui-même pour envoyer un projet. Aujourd'hui, il y a une commission qui travaille, qui veille et qui scrute tout ce que nous avons comme arsenal juridique et qui peut proposer régulièrement pour correction tout ce qui peut être lacunaire dans nos différents tests. Moi, je crois que je salue ça. À l'occasion, le président, le chef de l'État a évoqué un droit qui doit devenir un accélérateur de développement, citant le changement climatique, l'urbanisation, les nouvelles technologies. Est-ce un chantier réaliste à court terme, à votre avis? S'il a mis en place une commission permanente, c'est forcément pour ne pas se précipiter vers un chantier qu'on pourrait bachoter ou bâcler à court terme. C'est pour aller étape par étape. Donc, une ambition à long terme? Aller comme les sénateurs qui marchent, un sénateur qui marche. Puisqu'on vient de parler des sénateurs. Oui, aller à pas de sénateurs. Je crois que c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, pour ce que les nouvelles technologies, l'IA, tout ça, nous challenge au quotidien, on ne peut pas se précipiter pour voter un test qui se retrouve réputé immédiatement dans 2 ou 3 années par d'autres réalités qui nous rattrapent. Non, on doit faire attention. Cette commission est là pour ça, pour encadrer les choses, faire progresser les choses, aller petitement, posément. Et lorsque la proposition sort, cuisinée et aménagée, c'est tout cuit et pour être consommé. Est-ce que vous avez quelques pistes sur lesquelles vous aimeriez lancer ce comité permanent? Pour moi, non. Ils ont le temps. Si on a des lois qui concernent un peu notre environnement média qu'il faut aménager, je crois que chaque fois qu'il y aura cette possibilité, on va tirer la lettre, on va attirer l'attention là-dessus. Donc je crois que pour le moment, laissons la commission s'installer sans pour autant précipiter les choses. Alors, cette semaine, on a remarqué également la polémique qui remonte dans l'actualité sur les salaires des hautes autorités. La question ressurgit assez rapidement, assez régulièrement à ce jour. Le décret fixant les indemnités des nouveaux sénateurs n'est toujours pas publié. C'est un flou qui agite l'opinion publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, lorsque vous êtes dans un pays où le citoyen, peut-être à 70%, peut-être 60% aujourd'hui, un citoyen qui trottine, qui vivote, qui mange à peine à sa faim, des citoyens comme ça, et qui vous regardent, vous, de haut, et vivent copieusement avec un salaire mirobolant, ça suscite des critiques. Hein? C'est pas de la jalousie, on n'appellerait pas ça de la jalousie. C'est
une quête légitime de dire, moi j'ai faim, et lui il a 12 millions par mois. Peut-être que si on lui retirait 5 et qu'il gardait 7, les 5 retirés, répartis d'une manière ou d'une autre, peut-être que j'aurais au moins 2000 qui allaient tomber dans ma marmite. C'est normal de penser ainsi. Ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, je comprends qu'il y a des grincements dedans. Mais il faut repartir à l'origine de l'histoire. On augmente le salaire de l'homme politique qui est appelé à une responsabilité pour éviter qu'il ne soit pas tenté d'aller toucher à l'argent, aux ressources publiques qu'on lui a confiées. Qu'il ne soit pas tenté de diminuer, comme il le faisait avant, drastiquement, ce qui est réservé, par exemple, pour le profilage d'une voie, pour construire une infrastructure, pour bâtir un édifice. Laisser le budget qui est réservé à l'édifice être utilisé strictement pour l'édifice, de sorte qu'à la fin, nous ayons l'édifice construit solidement. Alors, ce qui se passe avant, si nous devons faire une route qui doit avoir l'épaisseur de 20 cm, bon, l'homme d'affaires peut te dire, bon, écoute, à 10 cm, personne ne remarquera rien. Puis tout le monde roule sur un goudron. Personne n'est capable de savoir qu'il y a des épaisseurs de 20 et de 10. Et que de toutes les manières, ça peut tenir 10 ans. Toi, tu as le temps de foutre le camp de là avant que ça commence par laisser des nids de poules au milieu de la voie. Donc, en conséquence, avec 200 milliards que tu as prévu pour avoir 20 cm d'épaisseur, bon, si tu m'en donnes 100, je t'en fais 10. Mais les 100 qui restent, pour autant tu ne l'empoches pas. Je prends 50. Tu prends 50. Alors, pour que cela ne se reproduise plus comme ça, parce que beaucoup sont allés en prison, parce que les expertises reviennent après, vérifient, et découvrent que l'argent qui a été utilisé pour l'infrastructure a été dépensé malencontreusement et que le résultat attendu n'est pas le cas sur le terrain. Alors, les enquêtes révèlent que beaucoup ont touché à de l'argent qui ne leur appartenait pas. Et à ce moment, on commence à parler de détournement de fonds. Et il faut les envoyer en prison. Alors, pour éviter ça, aux responsables nommés aujourd'hui, on élève leur salaire. De sorte que pour le risque qu'il prend, pour l'ensemble de milliards qu'il doit signer, qu'il ne soit plus tenté de dire, bon, je prends ma part. Je prends ma part, comme on le disait dans une autre vie de la République du Bénin. J'ai pris ma part. Alors, donc on va peut-être dire à une autre époque. À une autre époque de notre République, j'ai pris ma part. Pour que plus personne ne soit tenté de dire j'ai pris ma part, alors tu prends un salaire conséquent, un salaire qui responsabilise, qui a l'image de ton poste, de poste que tu occupes. Ça, c'est normal. Alors, et autre élément qu'on ne prend pas en compte. J'ai discuté avec un homme politique, dont je citais le nom, c'est un ami proche à moi, qui me dit, ben voilà, par exemple, je suis au CES, je suis départemental, pas national. L'expression qu'il a donnée, Saint-Gobain. J'ai pris du temps à lui demander, c'est quoi Saint-Gobain? Mais quand tu es départemental, tu es Saint-Gobain. Saint-Gobain, ça veut dire quoi, mon gars? Il dit, c'est 500 000. Il dit, mais tu t'imagines, c'est 500 000 Saint-Gobain. C'est ce que je peux gagner par mois. Or, je laisse mes affaires pour m'engager sur le terrain politique pour Saint-Gobain. Et dès lors que j'ai Saint-Gobain, j'introduis un dossier à la banque. Automatiquement, si on tape mon nom, je suis fichier personnalité à risque. C'est-à-dire les personnalités à risque signifie c'est un homme politique, engagé politiquement, qui a une fonction politique. Ce qui signifie que si on lui passe de l'argent, le banquier passe ton argent pour pouvoir le récupérer après. Si je lui passe de l'argent et qu'il va en prison, qui va me rembourser? Les personnalités politiques vont toujours en prison? Si, éventuellement. Donc, c'est des calculs qui se font. Oui, c'est ça, avec personnalité à risque. Ils vont en prison, oui ou non? On les connaît, ils vont en prison. Un homme politique qui est nommé à une fonction, qui a commis une erreur, il va en prison. Donc, dès lors qu'il va en prison, ça veut dire qu'il n'est plus une personnalité responsable devant les banques. Alors, donc il devient personnalité à risque pour un banquier. Donc, du coup, il ne peut plus lui passer de l'argent pour faire tourner son entreprise. Alors, il est engagé sur un genre de bataille politique. Alors, voilà que ce qu'il gagne en politique ne lui suffit plus à gérer cette file d'attente devant sa maison où chacun vient brandir son ordonnance. Mon enfant est malade. Mais c'est à ces engagements-là qu'il se retrouve personnalité politique. C'est parce qu'il fait ces choses-là qu'il peut revenir devant ces gens-là demain pour dire votez pour moi. Il doit pouvoir essayer quand même de les contenter d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que la réforme du système partisan
a réduit un peu l'influence de l'électeur sur l'homme politique ces 10 dernières années. Le combat n'est plus aussi acharné que ça. Mais sauf que si vous demandez à l'UPR, aux gens de l'UPR, du BR, qui sont censés être fraternels, si fraternellement que ça, le combat était violent sur le terrain. Parce qu'on est UPR, on est BR, on appartient à la même famille politique, ne veut pas dire que moi je veux pas aller à l'Assemblée et te faire échouer toi. Donc, alors, la condition pour que UPR soit élu au détriment du BR ou inversement proportionnel, c'est justement comment l'un ou l'autre était gentil sur le terrain au moment où on avait besoin de lui. Qui était présent, qui arrivait vraiment à répondre aux besoins des électeurs. À m'aider à payer mon loyer quand le propriétaire menaçait de me renvoyer, à payer mes ordonnances, à m'aider à manger à la maison parce que je n'en avais pas. Au moins, j'en avais le plus besoin. C'est celui-là. Et tout ça joue en fait sur la bourse de l'acteur politique. C'est ça. Et s'il n'a que ce salaire-là, par exemple, il est député à l'Assemblée nationale, il n'a que ce salaire d'homme politique. Donc, en tant qu'homme d'affaires, il ne peut pas engager une affaire pour dire je veux passer de l'argent là-dessus. Par contre, ce n'est pas parce que les banquiers ne leur passent pas de l'argent, les banquiers sont rusés. Bien sûr, ils soutiennent de l'argent chez les politiciens. Si tu as un mandat de 7 ans à l'Assemblée nationale, le banquier sait que de toutes les manières, tu as un salaire de 5 millions. Exemple. Donc, tu peux engager ce salaire de 5 millions pour passer de l'argent chez le banquier. Et tu passes de l'argent sur ton salaire. Parce qu'il est sûr que ça rentre systématiquement. Il n'a aucun risque parce qu'il y a une assurance qui couvre ça, qui couvre ce salaire-là. Si tu crevais en chemin, l'assurance va couvrir le prêt. Il n'y a aucun problème. Donc, oui, le banquier peut se faire un prêt sur salaire. Comme chacun de nous qui travaillons, pouvons solliciter chez le banquier de nous faire un prêt sur notre salaire. Mais par contre, si tu mets devant ton entreprise, pour dire j'ai une entreprise de BTP, alors je veux postuler à un marché public, passez-moi 2 milliards. Le banquier va dire, ah, c'est compliqué, ce gars, il tape ton nom. Est-ce que nos logiciels permettent de nous avancer avec lui sur son chantier de 2 milliards? Ça va afficher personnalité à risque. Si vous lui donnez ça sur ce chantier et qu'il va en prison, nos 2 milliards sont perdus. Donc, on aura pas sûr, c'est sur le marché que vous avez fait le prêt. Donc, ce n'est pas sur sa personne, ce n'est pas sur son salaire. Est-ce que quelque part, ce n'est pas les banquiers qui exagèrent? Non, ils n'exagèrent pas. Le banquier utilise l'argent de vous et moi pour donner à quelqu'un d'autre, pour aller rentabiliser et ramener, de sorte que vous et moi, l'argent qu'on a déposé chez eux, on puisse l'obtenir. Si quelqu'un prend et va couler et que notre argent ne revient pas, c'est déjà arrivé, non? Que des banques comme BCB et compagnie BIB ont eu des difficultés avec l'argent du contribuable. Donc, parce que c'était comme si c'est à l'époque pouvait aller puiser de l'argent drastiquement comme il voulait et à un moment donné, la banque a été asséchée complètement. Mais il le faisait en complicité avec les acteurs du secteur bancaire. Oui, acteurs du secteur bancaire ou pas, les ressources ont été asséchées. Tout à fait. Parce que mal managées. Donc, pour que nos ressources à nous, que nous déposons chez eux, ils sont autorisés à les redistribuer pour d'autres, de sorte que nous aussi, on puisse être rémunérés là-dessus. Si vous laissez votre argent chez le banquier, vous dites que je fais un DAT. C'est-à-dire pendant 5 ans, pendant 5 ans, mon argent est chez vous. Le banquier dit, super, ça marche. Ton DAT est rémunéré à 5% l'année. Donc, où est-ce qu'il va trouver les 5% pour déposer sur ton argent? Pour que si je dépose 10 millions, je puisse venir me retrouver 10 500 000 francs à la fin de l'année. Les 500 000 francs, il faut trouver ça où? Par exemple, en DAT. C'est parce qu'il peut prendre mes 10 millions et aller remettre ça à Kader, qui a ouvert fraîchement son histoire de PTP et qui a besoin de prêt de 10 millions. On lui donne mon argent. Et que lui doit rembourser avec des intérêts. Avec un intérêt de 10%, évidemment. Et ces intérêts vont aider. Donc les 5% vont payer les salaires des banquiers. C'est pourquoi ils sont toujours en costume, bien conçus, bien habillés. Les 5% de Kader vont payer. Et moi, je récupère mes 5% sur mon dépôt à terme. Voilà comment ça marche. Si Kader, un homme à risque, et qu'on lui remet mes 10 millions, et qu'il ne ramène pas... Les affaires ne tournent pas comme prévu. C'est dangereux. Il n'honore pas ses engagements. La banque doit aller chercher finalement maintenant dans son dépôt, à la BCAO, sa caution qu'on lui a gardée pour pouvoir ouvrir la banque. Il doit aller puiser dedans. Donc, à force de puiser dans la caution, ils vont finir par déclarer cette banque-là, banque à risque, et fermée. Donc, du coup, il faudrait qu'on remette l'argent à quelqu'un dont on est sûr qui pourra vraiment aider à rentabiliser. Donc, voilà pourquoi, quand les gens critiquent le salaire de l'homme politique, il faut parfois se mettre à leur place. C'est très, très compliqué. Alors, une question. Entre la perception populaire, souvent amplifiée par les réseaux sociaux qui permettent de revenir chaque fois sur cette actualité, et la réalité budgétaire,
comment rétablir une information assez fiable sur ce sujet assez sensible quand même? Vous n'aurez aucun moyen de faire entendre raison quelqu'un qui a faim. Vous n'avez aucun moyen d'expliquer. Donc, autant ne pas l'aborder et garder le sujet tel. Un homme qui a faim, de lui dire non, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai 7 millions le mois et que toi tu n'as rien. rien. Donc, il ne t'écoutera pas. Ne vous gênez même pas à lui expliquer. Sa situation du moment l'oblige à vous regarder et à vous critiquer, à vous invectiver, à vous maudire au besoin. Lui, c'est comme ça. Donc, on n'y peut absolument rien. De façon intelligible, on peut expliquer au sens commun, à ceux qui comprennent, à ceux qui ont de l'écoute, à ceux qui peuvent aller expliquer. Est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un à qui on donne désormais 12 millions le mois, qui ne peut plus passer les marchés publics, parce que les agences ont déjà remplacé tous les directions de passation des marchés publics dans les ministères, et qu'il n'a que ces 12 millions en tant que ministre de la République, par exemple. Et c'est avec ça qu'il doit essayer de remplir ses fonctions dignement, de répondre à des personnes qui savent désormais dans sa communauté qu'il est ministre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il est député et qu'il ne gagne que 5 millions et que ses affaires sont en berne. Il est obligé de mettre ses affaires au nom de ses enfants ou de sa femme. Son nom apparaît, ils vont dire, personnalité à risque. Le gars peut aller en prison. Il est directeur de cabinet. 2 500 000, c'est tout ce qu'il peut obtenir par mois. Vous croyez vraiment que 2 500 000 pour un directeur de cabinet, c'est beaucoup d'argent sur le mois par an? Autrement dit, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'enjeux autour de 2 500 000 pour un directeur de cabinet qui est un homme politique. Mais est-ce que quelque part, il ne peut avoir que ça, il ne peut obtenir que ça. Est-ce que quelque part, Clément Adeoti Adesina, est-ce qu'il ne faut pas faire un travail sur l'éducation civique des Béninois? Tout à l'heure, vous avez parlé de 12 millions par rapport peut-être à les ministres, peut-être 5 millions au niveau des préfets, mais on est tous conscients du fait que dès que nous avons un proche qui est tout de suite nommé préfet, ministre, le premier instinct qui nous anime, c'est d'aller vers lui pour lui dire, mais qu'est-ce que tu peux m'apporter de plus? Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur la sociologie des Béninois pour qu'on arrête de déranger ceux qui sont nommés et après on a les mêmes à dire, bon, une fois qu'il a été au responsable... Non, on ne peut pas le déranger. Écoutez, s'il a 5 millions en tant que préfet, on sait qu'avec 5 millions, sa famille ne vit pas de 5 millions. Peut-être on sait qu'avec sa famille, il faut qu'il a besoin de se construise, peut-être... que sa maison est délabrée. Attendez un peu. Mais elle est en décrépitude. Déjà, bien, quand il est installé, quand il est nommé, il a 5 millions d'installations. Donc déjà, il n'a qu'à se contenter de utiliser les 5 millions pour lui tout seul. Son salaire qu'on lui remet en tant qu'homme politique, ça tient compte de son environnement. Justement. Des gestes utiles qu'il doit essayer d'accomplir régulièrement dans son environnement. Oui, mais jusqu'à quelle limite aussi? Parce c'est lui qui fait ses limites. Mais quand il définit ses limites, ce n'est pas toujours compris à la hauteur des enjeux. Maintenant, lorsque tu le fais, prends un préfet par exemple. Lorsque tu le fais, à un moment donné, il y aura des personnes pour te défendre. Pour dire on le connaît, il y en a qui seront d'accord, il y en aura qui ne seront pas d'accord. Maintenant, quand tu ne le fais pas du tout, il y aura personne pour te défendre. Quand tu le fais, il y aura certains qui vont dire oui, on le connaît quand même. Lui, au moins, non, tu ne peux pas dire ça. Assis dans moi, c'est pas toi-même qui m'a dit avant-hier qui t'a donné 5 000 francs pour acheter des médicaments. Aujourd'hui, maintenant, tu viens encore t'asseoir pour parler de lui parce que tu allais lui demander 2 000 francs pour acheter à manger. Mais non, des gens vont encore parler pour te défendre. Mais tu n'en fais pas du tout. Tu es radin. Le salaire politique, c'est un salaire social. C'est un salaire. En tant que préfet, je dois gérer le fonctionnement de ma préfecture à travers la collecte des renseignements. Non, il y a le budget de ta préfecture, pardon. En tant que préfet, ton salaire ne gère pas ta préfecture. Ton salaire te gère toi. En tant que préfet, il y a le budget des renseignements. Il y a la caisse noire des renseignements, il y a des choses qui fonctionnent. Est-ce que ce n'est pas combiné aujourd'hui pour les préfets dans le salaire? Non. Il y a toujours un budget de fonctionnement. Ne pensez pas qu'une préfecture, c'est le salaire du préfet qui gère le fonctionnement. Non. Il y a toujours une personne responsable des marchés publics. Il y a toujours une caisse noire. À minima. Il y a toujours un processus de passation de marché. Ce n'est pas aussi grandiose qu'avant, mais il y a toujours une chaîne de passation de marché qui existe dans les mairies, dans les administrations publiques. Partout, il y en a toujours. Ce n'est plus la même envergure qu'avant. Donc, le préfet a toujours de quoi gérer son environnement, ses renseignements. Mais son salaire à lui, c'est son salaire sociétal. Son salaire qui lui permet de vivre confortablement avec sa famille, en qualité, avec sa fonction, et d'aider ceux qui peuvent aider avec. Alors, vous avez donné suffisamment d'exemples pour expliquer cette actualité-là, mais peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure ça juste?
autour de la polémique qui revient, et qui devient plutôt assez récurrente, quoi. Ouais, je peux dire que les gens essayent de comprendre que lorsque vous vous engagez sur la voie de la politique, lorsque vous vous engagez définitivement à emprunter ce chemin, alors c'est un risque que vous courez. Et ce risque peut vous conduire en prison. Ce risque peut faire de vous qu'on vous déteste dans votre famille. Parce que vous voyez très peu les membres de votre famille. Vous n'avez plus beaucoup d'amis. Vous ne pouvez plus aller vous asseoir pour boire de la bière avec les copains comme vous le faisiez avant. Vous multipliez, vous démultipliez les ennemis autour de vous. Et en même temps, vous pouvez aller en prison. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que quand vous choisissez d'être homme politique, faites le maximum du bien que vous pouvez faire autour de vous. De sorte que qu'il y ait au moins des personnes pour vous défendre quand il faut vous défendre. Mais s'il n'y a personne pour vous défendre, c'est dommage, c'est triste. Vous allez noircir votre âme et au dernier jour, personne ne vous défendra non plus. Alors, Clément Adeoti Adesina, on va parler à présent des influenceurs qui ont été aperçus dans les couloirs de la présidence de la République. Ils ont été reçus par la direction de la communication il y a quelques jours. Pour vous, est-ce des signaux d'une restructuration de l'image de la communication gouvernementale? Alors, je me suis renseigné sur l'élément. Ce que j'ai compris, je crois que ce n'est pas pour les impliquer dans la communication gouvernementale, plutôt pour essayer de les recadrer. Parce que vous savez que quand on est dans le domaine des réseaux sociaux, surtout TikTok de nos jours, ça part dans tous les sens. Alors, c'est normal de pouvoir les rappeler, c'est les acteurs qui sont dans ce domaine pour leur dire, quand il s'agit de la communication gouvernementale, de l'image du gouvernement, vous devez savoir quoi dire, quoi ne pas dire. C'est pour les recadrer, ce n'est pas pour les inviter à devenir des commerçants du gouvernement. Non, non, non. C'est pour d'abord les recadrer, pour leur dire, sachez communiquer, sachez parler, sachez utiliser les éléments de langage que vous ne maîtrisez pas toujours pour aller dans tous les sens. Donc c'est d'abord ça le message qu'il faut comprendre de ce qui a été fait. Donc moi j'ai salué ça, j'ai salué cette rencontre-là, vue dans ce sens. Mais derrière ça, évidemment, on ne peut pas négliger aujourd'hui ce canal-là de communication qui est devenu TikTok, Instagram, Facebook de moins en moins. Zakia est tout le temps sur TikTok. Tout le temps vous allez voir que le temps que vous passez sur TikTok, vous passez plus de temps sur TikTok que sur Facebook aujourd'hui. Parce que TikTok a fini par engranger tellement de monde, de toutes catégories d'âge en fait. Et ça emballe tout le monde. Alors, vous êtes aussi très fréquent sur TikTok? Pas fréquent, mais non. Je ne suis pas capable. Parce que quand je laisse ce que je dois faire, par exemple, et que je m'emballe à tomber là-dessus, et que je regarde le temps que je viens de faire, je peux me retrouver 45 minutes. 45 minutes Et 45 minutes combien de fois par jour sur TikTok vous déjà? Non, j'évite le maximum possible. Parce que quand vous commencez, mais 6 fois déjà au moins. Vous ne vous arrêtez plus. Non, j'ai déjà fait 45 000 fois. Si je fais 45 000 6 fois, c'est qu'il ne me reste plus de temps. Dans les 24 heures. Les 24 heures dans une journée sont tellement très précieuses qu'il faut faire attention de ne pas aller perdre son temps sur TikTok. TikTok n'est pas mon champ de prédilection. Je fais beaucoup attention. Mais je reconnais quand même qu'aujourd'hui, tu peux être acteur, qu'il soit politique ou acteur commercial ou acteur institutionnel, et ne pas avoir un regard très attentif sur ce qui se passe sur TikTok. Ça, c'est important. Donc, le gouvernement a intérêt, effectivement, à regarder ce milieu et à savoir quel message il doit faire passer désormais. Moi, je n'ai qu'un seul problème. J'aime bien les acteurs du TikTok. Parce que, vous savez, c'est des personnes qui, peut-être, s'il n'y avait pas ça, vous ne les reconnaîtriez jamais dans la rue. C'est des personnes, peut-être, qui parlaient de façon inaudible dans un bar, qui sont devenus très puissants sur TikTok aujourd'hui. Des personnes qui, peut-être, seraient devenus braqueurs, et bandits, mendiants, prostituées, mais qui, grâce à TikTok aujourd'hui, sont décents. Peut-être des personnes qui n'auraient pas été capables de nourrir leur famille parce qu'ils vendent peut-être quelque chose qui ne leur rapporte même pas 2000 francs la journée, mais qui, grâce à TikTok aujourd'hui, peut faire des chiffres d'affaires de 10 000, de 20 000. Donc, il faut 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Non, je prends les petits métiers. Okay. Parce que quand tu vois ce que la dame, parfois, tu tombes la dame présente, elle vend du balai, elle vend du panier, hein? Elle vend des petites coteries que en temps ordinaire, tu ne rêverais jamais te lever pour aller acheter chez elle. Tu iras marcher dans ton pas pour aller prendre balai et autres.
Mais elle te dit, je vends ça. Au lieu d'aller à Dandokpa pour prendre ça à 2200, je te vends ça à 1000 francs. Parce que, Vichil est là d'où nous, elle te dit carrément, mes enfants vont manger. Sans ça, mes enfants ne mangeront pas. Tu es touché. Tu envoies Momo. Elle te livre le balai même. Elle t'amène ça. Elle te donne à un livreur qui récupère 500 francs aussi pour manger. Vous voyez, ça crée une économie de petits métiers. Et Exactement. moi, je salue ça le plus sérieusement du monde. Ces personnes que vous voyez aujourd'hui là, qui sont des stars de TikTok, peut-être qu'il y a 5 ans, s'il n'y avait pas TikTok, vous ne les rencontrerez jamais nulle part. Vous ne les croiserez jamais nulle part. Ils seront des chômeurs, ils seront des problèmes pour la République, ils seront des problèmes pour notre société. On serait encore en train de crier pour dire, mais voilà, et non, ils sont à cœur, ils sont broutés, ils sont aussi. Qu'est-ce que nous voulons nous-mêmes? En même temps, il y a une situation qui permet à des personnes qui ont trouvé les moyens honnêtes de vivre leur vie et qui ne seraient pas un problème, qui ne sont plus désormais un problème pour notre société, qui ne nous pèsent plus sur la conscience. Mais en même temps, on est inquiet. C'est ça le problème. On est inquiet parce que c'est ça le Béninois. Il ne sait pas retenir la limite de toutes choses. La limite du bien qu'il faut tirer de tout ce qui lui apporte bienséance et bonheur. C'est les mêmes qui savent aujourd'hui que TikTok est une très bonne chose pour leur business, pour leur commerce. C'est encore les mêmes qui peuvent rentrer et invectiver la vie privée des autres. Et c'est ça, parfois, c'est gênant. Vous savez, moi, je suis allé en prison pour la vie privée. La vie privée. Les faits étaient réels. Les faits étaient avérés. Mais dans notre métier, aussi bien dans la loi, et le code de l'information, que sur le code numérique, il est interdit de toucher à la vie privée. Ça s'appelle secret défense. Tout ce qui est secret défense n'est pas lié à l'arme. Dans notre métier à nous, ce qui est secret défense, c'est ce qu'il est interdit d'évoquer, même en tant que journaliste. La loi t'interdit d'en parler, même si c'est vrai. Il s'agit de la vie privée de quelqu'un. Mon journaliste a décrit un fait de vie privée réelle. La dame concernée a fait devant Exploit d'huissier. Mon avocat à l'époque, Maître Bédier, a combien d'huissiers. La dame a confirmé que les faits écrits sont réels. J'ai eu ce problème avec telle personne. Effectivement, je confirme. Mais c'est aussi simple. Le code qu'on utilisait à l'époque, il n'y avait pas encore le code de l'information. C'était la loi 97, la loi 111. Les deux lois ont interdit de parler de la vie privée. Alors, dites-moi aujourd'hui, quand vous regardez... Oui, quand vous regardez... Quand vous regardez, vous scrollez TikTok, à 90%, il s'agit de quoi? Des personnes qui sont à l'aise à parler de la vie privée des autres. C'est ça mon problème en fait. Non, peut-être pas 90%. C'est vrai que c'est un monde dans lequel il y a pas mal de choses. Et comme vous-même vous l'avez évoqué, il y a plusieurs acteurs qui gèrent leur business à travers ce canal-là. Absolument, et j'apprécie. Et qui organisent des activités à travers ça. Mais j'apprécie. Et qui créent des emplois derrière. Mais ils pensaient que c'était un monde de non-droit. Mais ils ont commencé par aller en prison à la queue leu. Ils ont commencé par découvrir que, ce n'était pas un monde de non-droit. Le code numérique régit tout ce qui se passe sur TikTok. Donc, du coup, ils ont commencé par aller en prison à la queue leu. Certains qui ne sont pas au Bénin, qui sont ailleurs, en France ou dans d'autres pays, au Canada ou ailleurs. Aux États-Unis. Il y en a qui sont aux États-Unis. Oui, ils sont un peu partout. Un peu partout. Alors, ceux-là pensent que, donc, vu qu'ils sont au-delà de nos frontières, ils peuvent invectiver ceux qui sont tranquillement ici et qui vont échapper à la criette. Ils oublient que moi, si je porte plainte devant la criette et qu'ils ne viennent pas contradictoirement se défendre devant la criette et qu'ils prennent une condamnation, ils savent pas ce qu'on appelle l'Interpol, que je lance, que le tribunal on peut les traquer. Le tribunal prend un mandat international d'arrêt contre eux, Interpol va les traquer. Même là où ils sont tranquilles, ils ne vivront plus bien en réalité. Et c'est ça qui est mauvais là. On peut te condamner au Bénin parce que tu es ailleurs, on va te traquer. Tu n'auras plus la paix du cœur. Je voudrais qu'ils continuent. Ça, c'est la première remarque. Qu'ils continuent pas à faire bien ce qu'ils le font parce que nous, ça nous fait plaisir de savoir que des personnes sortent de l'anonymat aujourd'hui, font du bien à leur famille grâce à TikTok. Donc ça, c'est un élément important. Et que deuxièmement, ils vont communiquer sur le terrain des médias. Ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus. En tant qu'acteur des médias, promoteur de médias aussi. De médias. Ils vont communiquer sur le champ des médias, sans être médias. Et qu'ils communiquent d'ailleurs aujourd'hui sur le champ des médias. Oui, et ils sont d'ailleurs très cotés comparativement aux médias traditionnels. Oui, traditionnels et même des médias en ligne. Aujourd'hui, quand vous allez sur un terrain et vous voyez un journaliste qui arrive, et un créateur de contenu qui arrive,
je vous assure que c'est le jour et la nuit. Le traitement n'est pas le même. Alors, ça a poussé la HAC à sortir un communiqué récemment pour interdire aux institutions de la République, institutions publiques et semi-publiques, de communiquer sur des supports qui ne sont pas des médias. Parce que si vous communiquez sur un support non médiatique, il n'existe pas en tant qu'entité médiatique, alors on ne peut pas le réguler. Il peut pas payer, il n'a pas payé les impôts. Il n'a pas fait une déclaration au ministère de l'Intérieur et à la HAC pour exister en tant que média. En conséquence, on ne peut pas souscrire de la publicité chez lui. C'est ça le danger en fait. Nous payons les impôts. Vous avez une agence, vous payez les impôts. Donc vous pouvez prendre une publicité parce qu'à la fin, vous allez déclarer vos impôts. Alors lorsque je suis TikToker et que parce que je bavarde, je fais mes lives et que je me place au milieu et code promo et qu'on me paye, je ramasse les sous là en fait. C'est-à-dire, je suis moi-même mon registre de commerce. Je suis une entreprise. Oui, moi-même debout, je suis moi-même mon registre de commerce quoi. Je suis mon code d'investissement. Je suis tout à la fois. Je suis mon attestation fiscale debout. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais on va te poser publicité chez toi. Et tu prends l'argent. Et moi, j'ai des déclarations d'impôts à faire régulièrement. Et l'impôt aujourd'hui, c'est que tu vendes ou que tu ne vendes pas. Tu payes. Il y a un seuil minimum que tu dois payer aux impôts. Donc moi, je ne vends même pas. Je dois payer les impôts. Toi, tu vends, mais tu ne payes pas. Mais on préfère aller chez toi. Parce qu'on suppose que tu es dans un univers où tu parles bien, tu parles beaucoup. Et tu as du monde qui te suit. Ce n'est pas mal. La seule chose que je voudrais, c'est qu'on les contraigne à se déclarer comme média. C'est tout. Et on est au même pied d'égalité. Qui n'est pas média? Parce que quand tu es média déjà, ça veut dire on connaît ton siège, on connaît ton adresse, on connaît là où tu vis. Si tu invectives quelqu'un, tu commets une faute, le code du numérique te sert rapidement, t'en sert et te récupère vite fait. Et que les impôts savent où te déposer tes déclarations régulièrement. C'est tout. Si on peut le faire, qui se déploie autant qu'il veut, ça marche. Mais qui ne le fasse pas et qu'il continue de... Alors, pour ceux qui, par exemple, de temps en temps, qui viennent donner des conseils sur TikTok, ils viennent pour parler tel conseil. Moi, ceux-là, j'adore, c'est bien, quoi. Ça, c'est ils utilisent un canal. Des faits de société, oui, des faits divers. Ils ont un canal qui existe, ils viennent donner des conseils. Qui savent parfois, tu écoutes, tu tombes là, ah ben c'est pas mal, ça, ils ne savaient pas avant que telle plante faisait telle chose. C'est bon. Ceux-là ne sont pas vendeurs, ils ne viennent vendre rien du tout. Mais derrière, c'est du business aussi, hein, parce que c'est une stratégie de positionnement en ligne. C'est une stratégie de positionnement en ligne. On vient vendre de la valeur, alors, on attire du monde derrière, et ça permet de faire du business. Exactement. Là devient ma contrainte. Dès lors que tu le fais, parce que tu veux attirer du monde derrière pour positionner ton produit, alors tu deviens média. Dès lors que tu rentres dans ce piège de média, alors il n'y a rien à faire. J'insiste pour qu'on les frappe avec la dernière rigueur. C'est tout mon problème. Bon, on va dire affaire à suivre parce que je suis sûr que dans les jours à venir, on va revenir sur cette actualité. Ils veulent devenir des médias. Ils se positionnent comme des médias. Il n'y a pas de créateur de contenu. Mais il y a des individus médias aujourd'hui. N'oubliez pas cet aspect-là avec le développement des nouvelles technologies, avec tout ce qu'on a comme panoplie de canaux de diffusion d'informations. Et donc, on peut se retrouver individu média. Absolument. Et tu fais ta déclaration normalement. Tu as ton registre de commerce, tu as tout ce qu'il faut pour ça. On te connaît. Attendez. Madame Atu, qui est un produit de Esaü, en a eu pour son grade. Elle a pensé pendant longtemps que rester sur TikTok pouvait passer inaperçu. Dès lors qu'elle a été frappée, qu'elle a fait ses formalités, elle est allée à la HAC, on lui a donné une autorisation, elle devient Madame Atu officielle. Donc elle passe sur TikTok, elle passe sur Facebook, mais les médias connus, Madame Atu, autorisés par la HAC. Donc tous ceux qui sont TikTok peuvent faire la même chose. Tout le monde, quel que soit le nom que tu te donnes, hein, tu peux être Vado, Vano, Maman Yabo, tout ce que tu veux. Maman Yabo, média officiel. Tu t'inscris à la HAC. Et donc, votre préoccupation fondamentalement, c'est la formalisation. Oui. Ne pas être là juste parce que c'est injuste comme ça. Que, par exemple, Madame Atu aille s'inscrire à la HAC, devienne un média officiel, et que les autres qui font la même concurrence qu'elle sur le terrain ne le fassent pas. C'est déloyal, en fait. Il faut que on a plein de podcasts aujourd'hui. Exactement. Il faut que chacun se responsabilise. Vous avez choisi d'exercer ce métier. Et c'est ça qu'ils font, ils n'ont plus rien d'autre que ça. C'est ça qu'ils font en fait. Vous allez voir quand ils vont devenir médias, les dérives que nous observons vont diminuer. Parce qu'ils vont dire, ah, je suis média. Donc du coup, je ne suis plus autorisé à agir
je suis chef d'entreprise. Il y a des règles médias. qui régissent Le média que je suis. Donc, il y a des choses, je ne peux plus sortir pour parler tout n'est pas permis, quoi. Genre, quelqu'un t'énerve, on a live de Guito, il dit quoi? C'est des choses que j'entends. C'est quoi? Je comprends dans que... quel monde Nablo live de Guito, quoi? Nablo live, un média ne dit pas ça. Je comprends que vous êtes préoccupé par la régularisation autour de tout ça, quoi. Les rendre plus responsables. Féliciter ce qu'ils font déjà pour des personnes que vous ne reconnaîtriez même pas dans la rue, qui sont devenues célèbres et populaires, pour des personnes qui n'auraient pas pu nourrir leur famille, aujourd'hui qui vivent bien de ça. Féliciter ça. C'est très bon, parce que ça ouvre un moyen de nourrir quand même des milliers de personnes dans notre société. Mais maintenant, et derrière l'individu que vous voyez, parfois, c'est toute une chaîne. C'est plusieurs autres personnes qui également vivent de cette activité. Des vidéastes, des photographes. Oui, alors, on évolue vers un autre sujet. Moi, j'achète, je commande de la nourriture. Je ne fais pas de la publicité pour elle. Je commande de la nourriture chez une dame qui ne peut pas bien manger. C'est sur TikTok que j'ai découvert sa bouffe, par exemple. Et vous aimez? Si j'avais pas TikTok, je ne saurais pas que... vous êtes un contributeur aussi du fonctionnement. On parle de football. Donc, je n'aurais pas acheté chez elle, mais j'ai vu qu'elle fait de la bonne bouffe. Mais il faut permettre aussi de jauger à travers nos papiers gustatifs de la qualité. Oui, donc commandez prochainement pour nous, on va apprécier. Peut-être qu'on deviendra client pour cette dame-là. Pourquoi pas? Donnez-nous rendez-vous pour qu'on puisse rendre compte à nos amis internautes. Donc, vous voyez, grâce à TikTok. Rendez-vous pour qu'on puisse rendre compte à nos amis internautes. Non, je ne peux pas faire de la pub pour elle. Non, donnez-nous rendez-vous. Je dis que grâce à TikTok, j'ai découvert sa bouffe quelque part bien. Et je n'aurais pas découvert sans TikTok. Donc, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses que j'ai découvert grâce à TikTok. Donc, moi, j'aurais continué que ça progresse, mais encadré. On parle du football béninois, une liste unique imposée pour l'élection du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Dites-nous, quel enjeu pour la gouvernance du football national? Alors, imposer, non. Qui va imposer? Personne ne peut imposer une liste. Le football interdit des incursions, des injonctions ou des émissions de quiconque, surtout pas du pouvoir. Alors, ce qui a été fait il y a 8 ans, c'est trouver le consensus pour qu'on évite d'aller s'affronter inutilement. Parce que dans les affrontements au niveau du football, c'est très souvent c'est assez sévère et ça laisse des frictions. Or, le football se joue ensemble, se joue avec des personnes qui s'aiment pour vivre ensemble. Mais imaginez si les acteurs sont divisés. C'est dangereux de faire du football à 11 contre 11 avec des acteurs totalement divisés. Alors, donc, c'est pourquoi il a été toujours recommandé d'aller toujours en symbiose, en harmonie, comme une famille quand il y a les élections. Alors, on avait 2 listes qui se challengeaient. La liste conduite par, on en a parlé ici, Bokové, et la liste conduite par l'inattendu Sylvain Lawson, qui est apparu dans le jeu. Qui est la liste quand même concurrente d'Augustin, Henri Blas et compagnie et leur groupe. Alors, ça devrait s'affronter quand il y a eu quand même des arbitrages de part et d'autre et les 2 listes ont fusionné pour n'en donner qu'une. C'est qui les arbitres? Les arbitres, c'est les acteurs du football au haut niveau qui n'ont pas envie qui s'affrontent, qui n'ont pas envie que cette famille soit divisée. Les arbitres sont intervenus pour le bonheur du football. Alors, ce que nous pouvons dire, ce qui a gagné ici, c'est la beauté. Et l'intérêt pour le football uni désormais. Parce que le mandat qui est terminé pendant 8 ans, il y a un acteur qui est resté à la touche. Et chaque fois quand il y a une défaite, on dit que c'est l'acteur à la touche qui a fait en sorte qu'on n'a pas gagné le match. C'est l'acteur à la touche, c'est les acteurs à la touche qui se sont arrangés dans la nuit noire, derrière les calebaches noires, avec des fourmis noires, pour qu'on ne gagne pas le match. La guerre des choses dans l'ombre, pour qu'on ne gagne pas le match. Alors, on était encore sur le point de partir de cette manière. Si la liste verte gagne et que la liste rouge perdait, on allait se retrouver encore dans les mêmes schémas pendant, c'est parti pour 4 ans, plus 4 ans, 8 ans encore. Alors. Donc, vous saluez la liste unique aujourd'hui? Parce que justement, ce qui s'est passé pour la première fois, les acteurs qui étaient à la touche sont maintenant désormais ensemble avec ceux qui étaient en place. De sorte que vous avez 13 personnes de la gouvernance de Chacus, plus 8 personnes qui n'y étaient pas du tout, qui sont arrivées, qui comprenaient Sylvain, Augustin Henri Blas, Ada Éloge des Requins, et mon vice-fondé, l'intraitable Quentin Didavi, qui revient dans la maison. Il méritait bien ça quand même d'aller remplacer Bruno dans cette maison-là. Et pour ne citer que cela, vous sentez aujourd'hui, et Magloire, qui est un acteur important, Magloire, qui est de la liste rouge, c'est un exemple,
ils fusionnent désormais 8 personnes des classiques du football qui étaient à la touche pendant longtemps et qui reviennent pour être aux 13 qui étaient là pour faire les 21 membres de la liste unique. Je crois quand même qu'on a une famille unie désormais. Plus personne ne pourra dire qu'on a perdu le match parce que vous étiez derrière cette calebasse noire pour manœuvrer des mauvaises vibrations, fabriquer des décautions pour nous faire perdre le match. Donc, on ne pourra plus le dire. Désormais, c'est une liste unie. Et moi, j'aime ça. J'aime ce que ça donne aujourd'hui. On sait ce qui va se passer désormais à l'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire. Puisque l'Assemblée générale ordinaire, c'est pour valider les TSA et puis valider l'année qui est terminée. Et l'Assemblée générale extraordinaire s'ouvre automatiquement et elle est élective. Et donc, avec la liste unique, on verra plus clair, les choses seront beaucoup plus simples. Absolument, et moi je valide ça. Surtout la personne qui est en tête. Et Bokové, c'est quelqu'un de bien. Justement. C'est un cadre. Si au niveau national, on a réussi à éviter la fronde, il y a une autre fronde au niveau de la FIFA aujourd'hui. Alors, non, ce n'est pas une fronde, c'est Infantino qui prépare le lit à une prison dorée. Parce que là, ce monsieur... Là, on parle de la privatisation de la Coupe du Monde. Parce que là, qui va préparer sa privatisation de liberté? Parce que Infantino, on ne sait pas ce qu'il y a. Depuis qu'il a mis pied aux États-Unis, il est adoubé par le personnage de Trump, de sorte que Trump vit bien sa vie, gouverne bien son pays, et contrôle le monde. Et il a envie de faire la même chose. Je crois bien, il a envie de faire la même chose. Personne ne lui a rien demandé, mais il a envie de faire la même chose. Parce que tu es président de la FIFA, ne te donne pas le droit de prendre des décisions, même de menacer les associations, de donner même des délais. Il miroite de l'argent pour dire vous aurez désormais 35 millions de dollars au lieu de 2 millions que vous avez dans la même période avant que je n'arrive. Alors, ce qu'il oublie, il s'agit du football. Le football, d'abord, c'est un monde des amateurs. Ce n'est pas un monde des professionnels. Les professionnels créent leur ligue pour jouer le football professionnel de haut niveau. Ceux qui ont l'argent jouent la ligue. C'est eux qui font les Champions League et compagnie. Mais la FIFA, c'est pourquoi à la fin, on parle association. Fédération internationale de football, association. Association signifie des personnes qui aient l'argent ou pas se retrouvent pour le bonheur du football. On parle du sport roi. Ce qui a fait liguer les 55 associations, fédérations européennes de l'UEFA, c'est de comprendre que ce monsieur brade notre football, le privatise pour le remettre dans les mains des riches américains pour ôter ces substances populistes, ce bonheur partagé par la masse que le football a, de générer de la joie et du plaisir, même pour ceux qui n'ont pas l'argent. Lui veut privatiser le football. Mais il le fait même sans Assemblée générale de la FIFA. Sans que les acteurs se prononcent là-dessus, ils décident de le faire. Alors, si les 55 fédérations de l'UEFA se sont prononcées, j'ai suivi les membres du CONCACAF, ils sont 41, ils se sont ajoutés, ils sont sortis leur communiqué aussi. Ça fait déjà combien? 55 plus 41, ça évolue. Les associations font 126 ou non, 121 membres de par le monde. On a déjà 55, on a déjà CONCACAF, il reste COBEMOL, il reste la CAF, il reste l'Asie. Alors, l'Afrique c'est 55. 55 ou 51, 51 ou 52 en Afrique. J'ai suivi le communiqué des pays africains. Vous savez, quand il s'agit d'argent, nous on fonctionne comme Pavlov. On est comme le chien de Pavlov. On sonne sur la clochette. L'argent pour l'Africain, lui, c'est cling, cling, cling. Voilà, l'argent. La CAF sort un communiqué pour dire le développement du football a besoin de beaucoup d'argent. Nous allons analyser la proposition. Au lieu de trancher sur le vif, comme les autres l'ont fait. Non, nous allons... L'argent est là. Mais quelles seront les conséquences 35 millions pour le football mondial? Regarde, il y a 35 millions. Combien là? Alors, je mets combien dans la poche? Moi, j'aurai combien? C'est ça l'Africain. 35 millions, c'est pas mal. D'euros, hein, s'il vous plaît. Donc, pas de CFA. Non, il multiplie fois 655, il dit, c'est pas mal ça. Ça fait une belle caillotte, hein. Lui ne veut pas réfléchir sur l'intérêt de la masse. Qu'est-ce que la masse gagne à ce qu'on privatise? Parce que si l'acteur privé récupère le football en main, le danger, lui se fout pas mal de ce que vous en ressentez ou non. Lui commence par modifier vos règles de sorte que ça l'arrange. On en vient à la Coupe du Monde sur le sol américain. On a vu que, on a déjà dit qu'un carton rouge qui a été donné, il faut l'annuler vite fait pour reprendre, parce que nous, on est chez nous ici. Donc, annulez-moi le carton de Balogun là, il doit rejouer. Et ça a été fait, Balogun a joué. On a déjà vu, l'Espagne a gagné 35 millions en tant que vainqueur. Les Américains ont dit non, sur les 35 millions, nous on prend nos impôts parce que c'est sur notre sol. C'est jamais arrivé.
C'est jamais arrivé. Vous organisez le football, vous ne payez pas les impôts sur les dividendes que les clubs gagnent. Mais aux États, chez les Américains, on a déjà demandé à prendre les impôts sur les 35 millions et sur tout ce que chaque pays a gagné, que c'est organisé sur le sol américain, on doit prendre nos impôts là-dessus. Vous imaginez, ce n'est pas encore privatisé déjà, on en est là. Si vous remettez le football dans les mains d'un privé, ça va être pire. Le football va perdre de son essence, de sa valeur nutritionnelle, nutritionnelle dans le sens de la saine émulation que ça crée pour le bas peuple, où le petit en caleçon peut sauter dans la rue pour dire « Ouais, Barça, Real de Madrid, PSG, Chelsea ». Nous allons perdre ça, en fait, parce que les hommes d'affaires vont caporaliser le football désormais. Et une fois le football caporalisé, nous allons nous retrouver finalement avec un produit qui ne nous ressemble plus, mutilé, complètement découpé, décapé, mutilé. Et c'est ça, justement, on attend l'Afrique. Si l'Afrique dit non, désormais, CONCACAF, CAF et UEFA, Cobemol va aller dans les... Non, Cobemol, non, parce que Cobemol, on sait de Cobemol que les hommes d'affaires qui veulent acheter les choses là, qui veulent acheter nos droits de la FIFA, de la Coupe du Monde 2030, c'est au sein de Cobemol qu'ils sont. Donc, Cobemol, ça m'étonnerait que Cobemol signe choses là, prenant un acte violent pour condamner. Je ne crois pas. Bon, vous allez me demander c'est quoi Cobemol, c'est ça, non? De toute façon, vous me regardez là. Qu'est-ce qu'il dit encore Cobemol? On va peut-être... La CONCACAF, c'est la zone Brésil, Argentine et compagnie, CONCACAF. Cobemol, c'est la zone États-Unis. Vous avez déjà assez donné de détails. Merci, Claude, là. Donc, c'est le Cobemol. Peut-être résumer juste en une ou deux phrases par rapport à cette actualité. Oui. Quelle est votre position? On comprend que vous n'êtes pas du tout de la vie. Et les conséquences éventuelles pour le football mondial. Carton rouge. Bon, ça nous permet d'évoluer sur la question des cartons. Le football, c'est du rouge vif. Très bien. On commence. Et tous ceux qui sont derrière cela. Très bien. Le continent africain et les fédérations africaines de football ont intérêt à éviter mon carton rouge sur ce dossier-là. Très bien. Donc, on va évoluer avec les cartons et évoluer à votre rythme, puisque vous avez commencé par le bas. Donc, on va avancer par le bas tout doucement jusqu'à gravir la... Très agréable de commencer par le bas. On appréciera par la suite. Alors, le sujet qui suit, c'est par rapport au Bénin, la Fédération béninoise de football, votre carton. De toutes les façons, vous êtes pour, hein, la liste unique. Donc, carton vert. Oui, absolument. Le vert pour... Vert. Alors, famille ensuite, du football réunifiée, unie, désormais, le vert. Ce que vous applaudissez. Absolument. Très bien. Alors, on a parlé également des influenceurs qui ont été reçus par la présidence. Oui, le temps d'observer un peu s'ils ont compris la leçon, s'ils vont se discipliner. Je donne un carton bleu. Bleu pour l'ensemble de ce qu'ils font de bien, pour ceux qui sont sortis de l'anonymat qu'on a reconnu aujourd'hui, qui nous plaisent parce qu'on les écoute et disent de bonnes choses. Bleu pour eux et jaune pour ceux qui n'ont pas compris qu'il y a la limite à ne pas franchir la vie privée. Je ne vais pas encore au rouge parce que je dis que c'est une découverte pour nous. On est à l'apprentissage en fait. Et tout ce qui s'apprend, ça apprend toujours avec ses tares et ses vices. On se corrige au fur et à mesure. Ce n'est pas encore méchant. Ils sont pas méchants. Ils ont découvert avec leur niveau intellectuel et avec ce qu'ils sont. C'est ça. On dit les réseaux sociaux ont permis à 2 ou 3 personnes qui ne se seraient fait entendre que dans un bar de devenir très audibles. Alors, lorsque c'est ça, vous comprenez que tu surgis dans un univers où 6 000 personnes se connaissent violemment pour t'écouter. Donc, tu deviens roi, tu deviens reine. Mais donc, il faut savoir régner, alors. Exactement. Il faut savoir que là, c'est autant la bêtise que tu amplifies que le bonheur que tu partages. Donc, jaune. Pour les canaliser. De l'actualité, la polémique sur les salaires des hautes autorités béninoises. Oui, salaire sur l'autorité béninoise, je voudrais qu'on sache les raisons gardées parce que, effectivement, c'est toute sa vie qui est engagée quand il est en politique. Parce que derrière, il y a un trou béant qui est creusé pour lui. On a parlé également de l'installation du comité permanent de la Commission nationale de réforme de droit. Oui, bon, je n'ai pas d'avis parce que c'est un comité dans les voies à l'œuvre pour savoir quels sont les tests qu'ils vont nous proposer au fur et à mesure pour améliorer l'arsenal juridique que nous avons au Bénin. Si ce n'est pas une institution budgétivore de plus, si c'est vraiment des gens qui vont travailler, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. On les attend. On va dire wait and see, yes. Comme en anglais. On va finir maintenant par où on a commencé justement en parlant de l'installation du Sénat béninois cette semaine au Bénin.
Oui, installation, c'est bien. J'ai aimé l'installation, j'ai aimé, oui, Vert. J'ai aimé le président Talon qui s'est fondé dans la marche, qui est parti de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Bon, pas si infiniment petit que ça, c'est quand même une chambre importante, mais quand même, dans le comportement, dans le geste, moi j'ai aimé, j'ai salué ça. Et j'ai vu une dame comme Elisabeth Poyon, première présidente après l'âge de Souza, de la Cour constitutionnelle. qui a régné au moment où un président de la République a perdu les élections. Il était là, Soglo les a nommés, et Soglo a perdu les élections. Et ils ont pu tenir bon, malgré les menaces, malgré les... Et c'était bien de revoir ces visages-là. Oui, oui, en ce moment-là, donc je donne quand même un verre éclatant, un verre agréable pour eux. Alors, nous vous remercions pour cette lecture de l'actualité d'une semaine plutôt chargée de symboles au Bénin. Et pour vous rassurer que je suis la digne fille de mes parents Nago, je vous remercie, Monsieur Clément Adeoti Adeshian, d'avoir accepté une merci notre invitation. Vous avez échappé belle au baptême dans le lac Nyansa. Partie remise. Merci beaucoup. Kader. Merci à vous, Zakiat Latonji, Clément Adeoti Adeshian. Merci. À vendredi prochain, par la grâce et la volonté divine. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve demain aux premières heures pour Info Hebdo et puis après pour les festivités marquant le 66e anniversaire de la session du Bénin, la souveraineté nationale et internationale. Merci et belle suite de programme sur EZAE TV.